Vous êtes sur Globule Radio. 90.5 FM. Bonjour à tous, merci à tous d'être ici. C'est absolument important, comme je le disais, d'exploiter ce terrain de jeu qu'est la vallée de Chamonix au mieux, et sachant que la montagne vraiment comporte des dangers. Donc merci aux pisteurs qui sont ici, à l'association La Chamonniarde et bien sûr à Globule Radio, d'avoir un temps d'échange avec nos élèves pour nous permettre vraiment d'appréhender au mieux et de profiter en toute sécurité de ce formidable terrain de jeu qu'est la vallée de Chamonix. Voilà, donc Monsieur Pirou, vous l'avez dit, pourquoi ce projet-là? Pourquoi être devant vous aujourd'hui? C'est parce qu'on est parti d'un constat, c'est le territoire de cette vallée de Chamonix, elle est touchée par de nombreux risques, vous le savez, mais c'est aussi un formidable terrain de jeu. Et on avait envie d'en parler avec vous pour vous donner les clés. Notre volonté, c'est pas du tout de vous donner des leçons. Notre volonté, c'est pas du tout d'être moralisateur non plus. Notre volonté, c'est de vous donner des clés pour faire les bons choix face aux risques et aux enjeux de la pratique de la montagne, que ce soit en hors-piste de proximité, en freeride, en ski de montagne. L'idée, c'est vraiment d'avoir des professionnels qui puissent venir vous donner des clés pour pratiquer au mieux et pour vivre au mieux cette vallée de Chamonix qui est un superbe terrain de jeu, on le redit. Donc, autour de cette table ronde, on a avec nous, et merci d'être là, Sylvain Frindeau et Jérémy Day. Tous les deux, vous faites partie de l'association La Chamonniarde. Bonjour, merci d'être là. On a aussi avec nous Tim Monio, qui est pisteur à la Flégère. Vous l'avez peut-être déjà croisé lors de vos différentes sorties. Et on a un papa concerné qui est Gillian Campbell. Merci d'être là aussi, de nous avoir rejoints. Donc, la Chamonniarde, est-ce que vous connaissez la Chamonniarde, vous? Plus ou moins. Alors, ça va être le moment de connaître cette association qui est une association qui est physiquement installée au dernier étage de la Maison de la Montagne, donc en plein cœur de Chamonix. Et les missions de la Chamonniarde, c'est d'informer, de sensibiliser, de faire des formations également. J'ai vu sur votre site, qui est super bien fait parce qu'il y a beaucoup de documentation sur le site de la Chamonniarde. Vous pouvez aller voir, vous pouvez trouver plein de docs pour justement pratiquer le hors-piste en toute sécurité. Et il y a aussi des formations pour les jeunes. Il y a une formation hors-piste qui est proposée aux ados et c'est complètement gratuit. Donc c'est quand même assez dingue, quoi. On n'a même pas d'excuses pour pas participer à ces formations. C'est ça, hein? Je me trompe pas, hein? Oui, exactement. Ouais. Donc, du coup, ces formations jeunes, on en a même deux. Une formation d'une journée pour les un petit peu plus jeunes, pour vous, hein, clairement, les classes de seconde. Et une formation qui se déroule sur un week-end. Pareil, partie complètement gratuite, en s'adaptant au terrain et au langage de chacun. Et comment on fait d'ailleurs pour participer à ces formations, Sylvain? Suffit de venir nous voir, de nous appeler, de regarder sur Internet. Donc, c'est finalement assez facile, aussi bien sur les réseaux que sur le site. Pour s'inscrire, c'est assez facile, ou même voir si vous êtes un petit groupe déjà un petit peu constitué, et venir nous solliciter. Et nous, on organise un petit peu un clé en main, une formation pour votre niveau et par rapport aux conditions du terrain du moment. Et autre mission de la Chamonniarde aussi, c'est le secours. Donc, est-ce que tous les deux, vous pouvez me donner un petit peu les rôles que vous avez à la Chamonniarde? Je vais commencer, ouais, je commence. Donc moi, mon rôle, outre le fait que je fais partie du conseil d'administration de la Chamonniarde, je suis aussi secouriste, mais je ne fais pas, je pense que vous savez tous qui fait le secours ici dans la vallée de Chamonix, qui organise le secours. PGHM, voilà, j'ai entendu PGHM. On a la chance d'avoir Tim à côté de nous qui, lui, va plutôt intervenir sur le domaine privé, donc sur le domaine skiable. Donc, je suis secouriste, mais on intervient rarement à la demande du PGHM. Et donc, plus ma mission de cœur et donc de terrain, c'est coordonner et gérer avec un groupe de formateurs toutes les formations. Vous, par exemple, mais ça va jusqu'aux adultes, jusqu'à l'intervention sur les glaciers, voire des interventions un petit peu plus sporadiques pour les professionnels de la montagne. Ok, toi, Jérémy, qu'est-ce que tu fais à la Chamonniarde ? Alors,
Moi, je suis animateur au pôle montagne risque. Donc la Chamoniarde, c'est constitué de 2 lieux d'accueil. L'office de haute montagne, où on va essayer de renseigner sur les conditions pour les pratiquants autonomes. C'est un lieu d'accueil où tu peux venir préparer ta course aussi. Il y a des topos qui sont accessibles gratuitement, de la rando à l'escalade, à l'alpinisme. Donc tout le monde est le bienvenu. Et autrement, il y a une partie pôle montagne risque. Donc c'est une exposition sur les risques en montagne. Le but, c'est de vulgariser tous les risques ou les phénomènes qui peuvent être complexes en montagne. Donc d'en parler avec des mots simples. Il y a des panneaux avec des explications. Il y a des supports de prévention en vidéo, notamment celle dont on parlera tout à l'heure avec Fox. Et on y accueille des groupes, donc des scolaires. Toutes les classes de CE2 de la vallée, par exemple, passent par le pôle montagne risque. Le collège, les lycées et le public de passage dans la vallée, qui est de plus en plus nombreux. Donc c'est notre devoir aussi de les sensibiliser. Donc voilà, c'est de l'information, la formation et là de la sensibilisation. Donc c'est ça, la Chamoniarde, c'est 2 lieux incontournables pour préparer sa course en montagne ou améliorer ses connaissances sur notre environnement aussi, qui permet de préparer aussi la course en montagne. C'est exactement ça, et on remarque, on en apprend tous les jours, Sylvain, Tim, enfin tous les intervenants autour de nous, on en apprend tous les jours. C'est sûr et certain qu'en venant à la Chamoniarde, vous apprendrez quelque chose. Et je répète, c'est un lieu d'accueil, donc tu peux juste venir avec nous, discuter. Pour qu'on ait des conditions à donner, il faut aussi qu'on en reçoive. Je pense qu'on sera nombreux à se croiser en montagne, nous tous. Donc ça peut être intéressant aussi d'échanger sur vos retours de course. On va écouter aussi le PGHM qui a répondu à vos questions, les questions que vous avez formulées, les questions que vous avez formulées mardi dernier quand on est passé dans vos classes. Donc Roman est allé rencontrer le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui n'est pas là, mais qui a accepté donc de répondre à ces questions. Et puis autour de la table, on a aussi Tim Monio. Donc Tim, toi tu es pisteur à la Flégère. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les missions du métier de pisteur ? Oui, bien sûr. Je suis pisteur à la Flégère. Je suis passé par les rangs aussi du lycée de Chamonix, passage il y a 15 ans. J'ai eu la chance de connaître Jean-Noël Marty, donc je fais un petit clin d'œil. Et du coup, métier de pisteur, c'est un métier avec pas mal de casquettes. On est souvent vu juste pour le secours ou pour l'aide à la personne, mais c'est beaucoup plus large que ça. On va s'occuper donc de toute la partie qui est les pistes, donc création des pistes en début d'hiver, entretien tout au long de la saison, l'ouverture et la fermeture le soir, donc la mise des banderoles, des filets de sécurité qui sont enlevés. Ça, c'est la partie quotidienne. Et après, donc, on gère la partie secours sur le domaine de la commune. C'est-à-dire ? Sur le domaine de la station. De la station ? Sur le domaine de la station, je vous expliquerai ça après. Et également donc la partie secours, gestion des avalanches, donc sécurisation du domaine skiable. Ok, merci Tim. On est ravis en tout cas que tu nous aies rejoints. Et on a Gillian Campbell, un papa qui a vécu une expérience avec son fils au tour en hors-piste de proximité. Merci Gillian d'être là. Oui, pas de problème. Un plaisir. Donc tu peux te présenter rapidement ? Oui, voilà, je suis Gillian Campbell, j'ai 3 ados à Chamonix et tout le monde aime bien skier. Et il y a quelques années, mon fils aîné était pris dans une avalanche. Et ben justement, on va rentrer tout de suite dans le vif de ce sujet-là en regardant une vidéo qui a été tournée et montée par la Chamoniarde pour sensibiliser aussi. Alors, on regarde ça, puis on réagit après. Vous voyez ? It was the 28th of December. I was skiing in Le Tour in Chamonix with my family and kids. My oldest, Fox, who's 11 years old, skis in the Young Riders crew, which is a kind of free ride mountain ski club where they always ski with a transceiver and carry a backpack with a probe and shovel. It was a beautiful sunny day, just like today, with fresh snow on the ground. We were skiing along a piste and we saw a lovely gentle powder field that led down to a gully and rejoined the piste below. We went along the gully, my older son went ahead, and I waited for my younger son
when we got to the piste, I was a bit surprised that my 11-year-old boy, my oldest one, he wasn't there, because we always stop at the piste and wait for each other. But I thought he'd probably met my wife, and so we skied on to the lift. I thought my son was in front with her, but he wasn't, so we went up the lift. He still wasn't there, and so I decided that I should just ski back the way I came and figure out where he was. I skied back down the same way into the gully. I was going along, and something was different right at the end of the gully, maybe 30 meters from the piste. The snow was different, sort of crumblier on the ground, and my transceiver, I turned it to search, and it beeped at me, and it told me that, you know, someone was in the snow really close by. I just dug like everything in the world mattered to me. That was a really, really scary moment. I mean, I've never been so scared. And I dug and I found his head about 1.5 meters under the snow. And I cleared his head and he talked to me. I shouted for help. A couple just heard me on the edge of the piste. They stopped, and within a few minutes the alarm had been raised, the pisters arrived, and they helped dig him out. I won't forget the moment I got to hold him. He was so cold, but he was alive, right? And he was fine. Yeah, he just... It's the reason I want to share this story. It happened so easily. We were not far from the piste. On est intervenu sur une petite coulée dans un goulet, à proximité des pistes, un petit garçon de 11 ans qui s'est fait prendre dans une petite coulée. Une coulée insignifiante à la base, mais il était sous à peu près 1,50 m de neige. Il est resté enseveli une trentaine de minutes et les chances de survie sont minces après 30 minutes parce que le risque d'asphyxie est très grand et il s'en sort indemne. Cet accident il s'est produit à proximité des pistes mais hors piste. Tant de rappeler que seules les pistes balisées et ouvertes sont sécurisées et patrouillées par les pisteurs. Les pisteurs mettent de la signalétique, ils préviennent des dangers. Les pisteurs ils déclenchent les avalanches pour sécuriser les pistes, mais ils ne vont pas déclencher des avalanches hors piste. Dès que vous sortez d'une piste qui est jalonnée et balisée, vous êtes en hors-piste. Même que ce soit à 2 mètres ou à 50 mètres, c'est du hors-piste. Et les règles ne sont plus du tout les mêmes. Vous l'aviez déjà vu cette vidéo ? Alors, Gillian, est-ce que tu peux réagir ? Parce qu'on imagine, on t'a entendu déjà dans la vidéo réagir. Pourquoi tu as eu besoin de faire cette vidéo ? De contacter la Chamonix-Ardenne ? Oui, exactement. En fait, après l'incident, j'étais en choc, inquiète. Et Fox a eu cet appareil, cette caméra pour Noël, c'était le 28 décembre. Et on a pensé qu'on pouvait diffuser, mais immédiatement, c'était très clair, ça va juste être un petit TikTok que tout le monde regarde et fait « Waouh, cool, c'est cool, qu'est-ce qui a passé, dadak ?» Et c'était pas ça mon but. C'était vraiment mon but de dire « Tiens, on a eu quelque chose... Voilà, on n'a pas eu de chance, mais à la fin, on a eu de chance. » Et je voulais diffuser pour montrer les gens qu'il faut vraiment faire attention. Il y a des risques, des vrais risques très proches de la piste et on peut tous faire quelque chose pour diminuer les risques. En fait, j'ai approché le Chamonix-Ardenne qui était très, très vite ouvert d'aider, de faire une vidéo qui en a diffusé pour juste montrer les gens, regarde, c'est les montagnes, c'est magnifique, c'est un grand bleu, la poudreuse. Mais il y a toujours des risques, il faut juste faire attention. Ouais, puis peut-être pour véhiculer le message qu'il n'y a pas de petit hors-piste. Finalement, ton fils est entre 2 pistes autour, qu'il est tombé dans ce trou, qu'il a été enseveli. Donc, est-ce que, Tim, en tant que pisteur, tu as une réaction par rapport à cette vidéo ? Ma réaction, je suis forcément un peu surpris, mais pas étonné.
dans le sens où, comme Anthony Bourichat l'a dit, l'autre pisteur, hein, il n'y a pas de petit hors-piste. À partir du moment où on sort des jalons, que ce soit à 1 mètre ou à 2 mètres, on est en hors-piste. Et les hors-pistes ne sont pas sécurisés. Il y a des petites particularités à Chamonix, c'est que la quasi-totalité, enfin je vais parler de Brévent-Flégère, la quasi-totalité des pistes, elles se situent en dessous de hors-piste, de gros couloirs et donc de couloirs d'avalanche potentiels. Donc nous, toutes ces parties-là, on va les déclencher. C'est là où il faut bien faire attention, c'est que donc on déclenche évidemment des avalanches qui sont au-dessus des pistes. On ne protège pas le hors-piste, on protège la piste qui se situe en dessous. Et ça, c'est super important de distinguer, de faire la différence entre une piste qui se situe sous un couloir d'avalanche et donc elle est protégée. Dans ce cas-là, elle est ouverte. Et donc ces petits hors-pistes qui sont hyper traîtres, on peut le voir hein, autour, mais ça existe sur tous les domaines. Ça existe sur tous les domaines et ça arrive fréquemment dans l'hiver qu'on intervienne, nous ou d'autres personnes, pour aider des gens qui se sont fait prendre dans des couloirs. Et il y a une autre chose à faire attention, c'est souvent les plus petits couloirs, et comme là c'est une creuse qui doit faire 15 mètres de profondeur, je pense. On se méfie beaucoup moins de ce genre de talus. Mais au final, en fonction de la quantité de neige, du degré de pente, ça peut être super traître. On se méfiera toujours d'un grand couloir, beaucoup moins d'une petite pente. Et au final, nous, sur nos domaines, c'est souvent les petites pentes qui posent problème. Ouais, ça c'est important à savoir parce que c'est vrai qu'on a tendance à préparer une sortie un peu engagée, mais sur ces petits hors-piste. Mais qu'on peut pas définir comme ça, donc je sais pas comment on peut le définir, mais sur ces hors-pistes de proximité, on va dire, je sais pas si c'est encore la bonne définition. Si, c'est comme ça qu'on les appelle, ouais. Ces hors-pistes de proximité, c'est vrai qu'il y a des dangers qu'on percute pas, en fait, puisque on a l'impression que c'est safe, un peu. On peut avoir l'impression que c'est safe, mais malgré tout, le risque d'avalanche, le risque zéro, il n'existe pas. Et à partir du moment où on sort des pistes, il y a le BERA qui s'applique, donc le bulletin d'estimation de risque d'avalanche. Et ce BERA, il s'applique à partir du moment où on sort des pistes, même sur hors piste de proximité, hors des pistes. Nous, on va damer nos pistes, on va sécuriser donc, les pistes par les couloirs en amont. Par contre, si y a un petit hors-piste, même pas loin, il n'y aurait pas de raison que l'avalanche vienne toucher la piste, il ne sera pas sécurisé. D'accord. Et donc, pour bien s'entendre sur les termes... hors-piste de proximité, donc c'est un hors-piste qui est entre 2 pistes jalonnées. Donc c'est le hors-piste emprunté par Fox, hein, c'est ça Oui, c'est ça, exactement ça. Donc un hors-piste de proximité, c'est un hors-piste entre 2 pistes jalonnées. Okay, un hors-piste de domaine skiable, c'est quand il est accessible depuis le domaine et qui rejoint une piste. Par gravité. Par gravité. C'est plus l'effet de la gravité et éventuellement d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais en gros... dans la chaîne du secours, il va y avoir 2 méthodes, il va y avoir 2 façons de faire. Vous l'avez dit, il y avait le PGHM et puis pour la partie privée, il y a les pisteurs secouristes. Nous, les pisteurs secouristes, on va intervenir sur la partie qui est accessible par gravité. Donc, je prends l'exemple de la Flégère, vous montez au sommet de l'index. Si vous partez dans la Lachenal, toute la partie hors piste qui est même proche de la Lachenal, c'est nous qui nous en occupons. Par contre, à partir du moment où il faut se servir des pots de phoque, de remonter à pied ou autre, ou le domaine montagne comme l'Aiguille du Midi, là, c'est la partie PGHM qui va s'en occuper. Ce qu'il faut distinguer, c'est que c'est 2 choses différentes. Nous, c'est privé, le secours est payant. Le PGHM, c'est un service public, c'est gratuit. Ok. Donc, on s'est bien entendu sur les termes. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce hors-piste de proximité ou hors-piste de domaine skiable, puisque pour l'instant, on va parler de ça. On ne parle pas encore du ski de montagne qui implique une remontée en pot de phoque, tout ça. Donc est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui? Attends, on va te donner un micro. Il se passe quoi avec l'assurance si on se fait mal dans leur piste de proximité comparé à leur piste normale? Ça va dépendre de ton assurance. Déjà, ça dépend si tu as pris l'assurance avec le forfait ou non. Mais dans le cas de la majorité d'entre vous, ce sera forfait saison ou année. Et du coup, je pense que vous avez la carte neige ou une assurance privée. Si vous n'avez pas d'assurance, le constat, il est très simple. Il n'y aura pas de prise en charge. Par contre, il y a des assurances qui assurent que sur piste. Il y a des assurances qui assurent en hors piste. Par contre,
Il y a encore des petites... c'est assez vaste ce sujet. Mais sur un hors-piste de proximité, en gros, le secours, il sera payant, il sera juste un peu plus cher. Pourquoi il sera plus cher? Parce que vous exposez le secouriste de manière un peu plus intense à des risques de blessures, d'avalanche ou des choses comme ça. Après, il faut bien distinguer aussi, c'est si vous partez sur un que ce soit hors-piste de proximité ou sur un hors-piste du domaine, ce sera pareil. Par contre, et c'est là où je vais vous interpeller un petit peu, si vous passez sous un filet, une piste fermée, la Lachenal, typiquement, c'est ce qui se passe, nous, 100% de l'hiver. Hein. La Lachenal, si le risque d'avalanche, s'il est au-dessus de 3, donc s'il est à partir de 4, on la laisse fermer. Si elle est fermée, elle est fermée pour une raison. Et ça, c'est marqué systématiquement. Filet, fermé et la raison. Faible enneigement, une dameuse qui travaille ou danger d'avalanche. S'il y a du danger d'avalanche et que vous vous faites mal en passant sous le filet, il n'y a plus d'assurance. Et donc, ça veut dire, concrètement, ça veut dire que ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Ouais. Notre partie de nous de au-delà du risque prix, quoi. Au-delà du risque prix, pour notre partie, ça va être aux alentours de 1 000 €. Par contre, s'il y a hélicoptère, ça peut monter beaucoup plus cher. J'ai pas les prix, mais je sais qu'il y a des chaînes de secours et des secours qui sont montés à plus de 10 000 €. Ouais, donc c'est pas un petit coût, hein. Mais et puis donc au-delà de ce coût financier, on va dire, il y a quand même le risque, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance, et puis quand on est venu vous voir mardi, on a quand même beaucoup parlé de ça, que c'est déjà arrivé à tout le monde. Je me mets dedans, mais c'est déjà arrivé à tout le monde d'y aller quand même, en fait. C'est écrit piste fermée, et en fait, on voit pas bien ce que ça implique, mais ça implique plein d'autres choses dont tu viens de nous parler. Donc ça implique faible enneigement, risque d'avalanche, dameuse qui travaille, et voilà, donc tous ces risques-là, ces dangers-là, ils sont quand même vraiment existants. Quand c'est écrit piste fermée, c'est... On ferme jamais une piste s'il n'y a pas de raison. Alors, une piste, il faut bien définir aussi ce que c'est qu'une piste. Une piste, c'est pas parce qu'il y a une trace de damage. Si c'est damé, c'est pas forcément une piste. Une piste, ça comporte des balises. S'il n'y a pas de balises, il n'y a pas de piste. Les jalons, c'est pas obligatoire non plus. Et l'espacement non plus. Donc, il peut y avoir des jalons tous les 100 mètres. Bon, là, théoriquement, ce serait une piste. Par contre, ce qui va vraiment définir la piste, c'est la balise. S'il n'y a pas de balise, donc les balises, c'est les numéros que vous avez sur le bord de la piste tout au long de la piste. Donc, la balise, elle va comporter un numéro du plus haut vers le plus bas, en descendant au fur et à mesure. La couleur, donc la difficulté de la piste, et le nom de la piste. Donc ça, c'est pour la partie secours si vous faites mal. Et éventuellement, en tout cas à Chamonix, le numéro des secours. Donc, qui va vous faire tomber au PC accueil de Chamonix et qui va venir nous prévenir, nous, pour nous faire intervenir. Voilà. Donc, typiquement, en ce moment, la Lachenal, je prends l'exemple ici pour ceux qui connaissent, habituellement, il y a une piste, mais actuellement, il n'y en a pas. Donc, on n'a pas besoin de mettre de filet ni de panneaux fermés. On évolue simplement sur le domaine, par exemple, du hors-piste. Et donc, on engage sa propre responsabilité, son propre risque. Ouais, voilà, c'est la différence entre quand vous mettez un panneau en haut, piste fermée, et quand c'est accessible mais non damé. C'est ça ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? Il y a quand même une différence. Par exemple, si on prend la Lachenal, parfois elle n'est pas ouverte, mais on peut y aller quand même. Mais quand c'est marqué piste fermée, c'est quand même une indication très très forte à prendre en compte, en tout cas. Ouais, tout à fait. C'est à prendre en compte. C'est que là, en ce moment, typiquement, bon, premièrement, elle n'est pas sécurisée, à peu près. On va quand même déclencher certains gazex au-dessus, mais c'est pour protéger également les pras et enneiger la piste. En fait, on se sert des avalanches pour enneiger la piste. Mais sinon, ouais, c'est vraiment les balises, le damage qui vont définir tout ça. Il y aura toujours une raison au sommet d'une piste pour définir si c'est fermé. Et théoriquement, si le travail est bien fait, c'est fermé. Mais pourquoi ? Le danger d'avalanche, c'est simple, vous engagez votre responsabilité. Et donc, en fonction du risque et de la quantité de neige, ça peut être des petites conséquences comme des grosses conséquences sur vous, mais également sur les autres.
Vous faire prendre dans une avalanche, c'est une chose, mais vous pouvez aussi déclencher une avalanche sur d'autres gens. Et là, ça commence à poser problème. Ouais, après, sinon, voilà, elle peut être fermée typiquement. Bon, faible enneigement, ça, c'est pareil. Hein. C'est pas anodin, mais ça concerne pas les avalanches, mais par contre, c'est dangereux. Et le damage à câble. Donc, typiquement à Chamonix, toutes les pistes sont raides, donc sont damées avec des treuils. Les treuils, c'est super dangereux. On a tous l'habitude d'aller faire du ski de rando, par exemple au Tour, on y va alors que les dameuses travaillent. Ils tolèrent qu'on y aille, mais pour eux, c'est super compliqué. Et surtout, par contre, s'il y a un accident, un câble, typiquement, je prends toujours l'exemple de la Flégère, dans la Lachenal, le câble, il fait 1,4 km. Quand une dameuse fait un mouvement, le câble, il va bouger à plus de 30 mètres en largeur et en hauteur, à une vitesse forte, avec une dameuse au bout qui va faire plus de 11 tonnes. Donc ça peut t'éjecter en fait. Hein, Non, ça va vous couper en deux. Ah ouais, d'accord. Pardon. Clairement, il y a un risque de blessure grave et plus de mort. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention et pas prendre ça à la légère. Si c'est fermé pour le danger de câbles et des choses comme ça, une machine qui travaille, il faut mieux ne pas y aller. Okay. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la dameuse, elle ne vous voit pas. Si elle est au bout des 1,4 km et que vous êtes au début du câble, il n'y aura pas d'impact quand elle vous aura tranché. Enfin, tapé. Vous le saviez, ça, vous? Moi, je ne le savais pas. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à nous dire, justement, sur des témoignages, peut-être, sur des... Oui? Attends, on va te donner... C'est pas un témoignage, mais qu'est-ce qui se passe si je cause une avalanche, par exemple en haut de la chenal, il y a quelqu'un qui est en dessous qui est pris par l'avalanche? Alors, je pense que ta conscience, elle va prendre un petit coup, avant tout. Mais non, surtout, ce qui va être super important, c'est de déclencher la chaîne du secours. Là, je pense que Sylvain, il pourra pas mal intervenir là-dessus. Mais pour notre part, dis-toi que tu auras besoin d'aide. Ne commence pas à faire ta recherche tout seul, appelle les secours. C'est la première chose à faire. Tu sais pas s'il est en vie ou pas. S'il est pas enseveli, à la limite, et que tu es sûr qu'il n'y a qu'une personne, et il faut bien en être sûr, ton ami ou pas ton ami, tu vas voir si ça va, et si ça va pas, dans tous les cas, tu appelles les secours. Et dans tous les cas, voilà, appelle. Il y a plusieurs numéros à appeler. Pour la partie domaine skiable, donc c'est le numéro du PC secours. Mais tu peux appeler le PGHM, tu peux appeler le 112. Tous ces numéros, ils vont toujours ramener les pisteurs sur l'avalanche. Dites-vous vraiment que de toute façon, vous aurez besoin d'aide. Même nous aussi, on a besoin d'aide. Quand il y a une avalanche sur le domaine, sur piste ou hors piste, c'est pas que les pisteurs de la station qui vont intervenir, c'est les pisteurs des Grands Montets, du Tour, du Brévent qui vont venir en hélicoptère ou par tous les autres moyens pour nous aider. Je peux juste aider avec quelque chose. Il faut savoir où vous êtes. En fait, avec l'avalanche qui a pris mon fils, j'avais pas de téléphone. En fait, il y avait un snowboarder proche de moi et j'ai lui demandé d'appeler le secours. Ils ont appelé le secours au 112, mais il n'avait aucune idée où il est. Il est autour, dans un gullet. Lequel? Où? Il était à 30 mètres du piste et il ne savait pas. La meilleure chose à faire, c'est d'aller sur le piste et regarder le panneau que vous avez montré. Et voilà, en fait, ça a pris beaucoup de temps pour les pisteurs de venir parce que c'était difficile à trianguler où il était, où on était. C'est super important ce qu'il vient de rappeler, c'est savoir où vous vous situez. Mais ça, c'est pareil, hein, que vous évoluez en montagne ou sur un domaine skiable, sachez où vous allez. C'est arrivé encore pas plus tard qu'il y a 2 jours qu'on fasse un secours et que les gens ils nous disent qu'ils sont sur le domaine et qu'ils vont à un point d'eau. Mais c'était équivalent à nous dire qu'ils voyaient le Mont Blanc, quoi. Le problème, c'est qu'il faut il faut réussir à savoir dire le nom de piste ou alors éventuellement aujourd'hui avec les téléphones, un point GPS. Ça évolue de plus en plus à ce niveau-là et c'est une bonne chose. Mais sachez où vous êtes, parce que si vous me dites qu'il y a une avalanche à la Flégère, c'est très vaste la Flégère. Enfin, n'importe où vous évoluez, sur n'importe quel domaine ou montagne, sachez où vous allez et où vous êtes quand il y a un accident. Donc, pensez à appeler les secours et puis ensuite à savoir où on est pour situer et pour pouvoir diriger les secours vers vous et qui viennent vous aider, quoi.
Et je vais rebondir sur quelque chose par rapport à appeler les secours. Surtout, n'ayez pas peur d'appeler les secours. On ne va pas vous engueuler parce que vous avez déclenché une avalanche. De toute façon, c'est passé, c'est un fait, et vous évoluez en hors-piste, donc il y a le risque potentiel. Nous, on ne vous engueulera jamais pour avoir déclenché une avalanche. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, de toute façon, il faudra appeler les secours, donc il ne faut pas avoir peur de le faire. Et il ne faut pas minimiser les choses également. Une petite Nous, on sortira toujours un DVA ou un réco sur une petite coulée qu'on voit. On va toujours lever le doute. Donc là, on parle de moments en hors-piste de proximité où vous n'étiez pas forcément préparé, où vous êtes parti avec des potes parce que là, ça avait l'air bon. Et que, voilà, donc on a évoqué ça. Mais il y a aussi la sortie qu'on prévoit parce qu'on a une pente en tête. On va discuter un petit peu du matériel. Qu'est-ce qu'il faut avoir? C'est quoi la checklist pour se dire cette pente-là, elle est pour moi et je vais faire ma trace dans cette pente, quoi. Ok? Et le faire en sécurité. Donc là, on va peut-être parler avec la Chamoniarde. Donc, qu'est-ce que le matériel? Enfin, comment on prévoit une sortie en montagne? Une sortie en hors-piste? On reste sur du hors-piste de domaine skiable, peut-être, pour l'instant? Oui, tout à fait. Et moi, j'aurais presque envie, alors je ne sais pas si ça va réagir, mais quelles sont vos pistes à vous? Comment vous prévoyez-vous? Parce que quelque part, nous aussi, on commence à vous lister un petit peu la to-do list de notre sortie hors piste. Oui, vous allez l'entendre, vous allez l'écouter, mais vous, est-ce que ça réagit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait me sortir un petit peu dans une préparation? Qu'est-ce qu'il va faire la veille, le matin, sur le terrain, le matériel qu'il peut envisager, la communication qu'on peut mettre en place? Pourquoi je suis allé là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait commencer à sortir des pistes? Moi, sinon, j'ai des petites questions. Ce que vous allez faire, c'est que ceux qui pensent que mes affirmations sont vraies, vous levez la main, et ceux qui pensent que mes affirmations sont fausses, vous levez la main aussi, mais après. Enfin, sinon, on va pas s'y retrouver. On va faire. Donc, DVA, ça veut dire détecteur de victimes avalanche. Vrai? Qui c'est qui dit vrai? Hein? Le terme DVA, ça veut dire détecteur de victimes avalanche. Vrai? Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, levez la main si vous pensez que c'est vrai. Tu dis pas. Donc vous, il y a plus de mains levées. Vous levez franchement, hein, parce que sinon nous on n'arrive pas à vous compter. Donc il y a plus de mains levées. C'est vrai, vous avez raison. Et juste pour rebondir un petit peu, effectivement, détecteur de victimes en avalanche, des fois on entend encore Arva. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Arva, c'est un DVA. C'est juste que c'est une marque qui est rentrée un petit peu dans le langage courant. Mais clairement, ça fait partie du truc. Et à quoi on va associer cet appareil électronique systématiquement? Est-ce qu'il y en a qui c'est savent, ça, regardez, Tim, il nous montre son DVA. Est-ce que le DVA tout seul, ça me suffit pour partir, pour aller sur le terrain? N'importe. Qui c'est qui répond là? Là, c'est pas une main qui se lève. Là, c'est. Vas-y. On a besoin. Il y a d'autres choses. On a besoin, comme une pelle et une sonde, parce que même si on a le DVA, on peut retrouver la personne s'il se trouve sur un avalanche ou si on est nous-mêmes sous. Mais après, pour les sortir, si on n'appelle pas les secours et si on veut faire nous-mêmes, on a besoin d'autres outils. Ok. Donc complètement d'accord avec toi. Effectivement, si tu as juste le DVA, on va te retrouver. Mais nous, dans notre façon de voir le ski de montagne, le ski hors piste, on a bien compris que finalement, c'était assez proche, même si on peut mettre une catégorie. Mais clairement, on a besoin d'être autonome en cas de problème avalanche et de pouvoir se rechercher les uns les autres. Et avec un DVA tout seul, ils ont fait des tests, ils ont fait des essais. Essayez de creuser la neige avec les gants. Vous allez voir, vous allez pas être très efficace. Et globalement, j'arriverai pas à sauver mon copain si j'ai juste mon DVA. Donc DVA, pelle, sonde, obligatoire. Donc Arva, pelle, sonde, ça c'est la base. Mais est-ce que ça suffit pour sortir en hors-piste? Est-ce que ça suffit, à votre avis? Qui c'est qui pense que ça suffit? Vous levez la main si vous pensez que ça suffit. Donc, vous levez la main si vous pensez que ça ne suffit pas.
Ouais, vous êtes bons. Alors du coup, l'implicite de ça, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie avant? Quelles sont les pistes? Vas-y. On peut utiliser un airbag aussi. Ouais. Donc là, on reste un peu spécifique dans la gestion de l'avalanche. Je suis assez d'accord. Donc l'airbag, est-ce que vous en avez déjà tous entendu parler? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? C'est un sac spécial qu'il faut et c'est rangé derrière et on a une manette souvent sur la gauche pour la tirer et quand on est prise dans une avalanche, elle se gonfle. Enfin, il faut la tirer et elle se gonfle et du coup, normalement, on reste sur le dessus de l'avalanche. Voilà, très bien résumé, hein, je suis assez d'accord avec toi. La petite difficulté qu'il va y avoir avec ce sac ABS, airbag ou quoi que ce soit, c'est qu'il va falloir que tu fasses quelque chose. Comme tu l'as très bien dit, il va falloir tirer sur cette poignée. Est-ce que j'ai suffisamment conscience de ce qui m'arrive? Est-ce que je vais réussir à tirer? Est-ce que ce qui dit avalanche dit peut-être enlever les dragons des bâtons pour attraper cette poignée? Donc, quelque part, il y a une action à faire. Mais c'est un plus. Moi, ça ne me suffit pas. C'est un plus, un vrai plus. Et effectivement, ça va avoir un effet protecteur aussi et te faire rester en surface. Le triptyque DVA, PL, sonde, donc forcément indispensable, hein, ça on l'a bien précisé en hors-piste. Et aussi savoir s'en servir. Là, vu que la vidéo termine bien, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Gillian, mais des fois je précise à la Chamonnière, hein, la vidéo, on la diffuse. Heureusement que c'est arrivé à Fox. De par expérience, on sait que c'est un goulet où il y a énormément de monde qui n'est pas forcément équipé. Là, c'est arrivé à Fox qui était équipé et son papa qui savait quoi faire. Il y a toute une technique de recherche. On en parlait tout à l'heure. On perd peut-être certains réflexes sur le coup, mais là, Gillian a très bien réagi assez vite. Donc, indispensable de l'avoir et de savoir s'en servir. J'irais même, excuse-moi, Non, vas-y. J'irais même un tout petit peu plus loin, c'est que vous à votre niveau, je connais pas, je sais même pas qui est équipé ou qui ne l'est pas, mais tous autant qu'on est, et là Tim, je pense que tu vas pas me contredire, on a besoin de s'entraîner. Nous, chaque année, en début de saison, on refait des exercices, on refait des formations en interne avant d'être à même et d'être efficace. On imagine, vous avez vu, et du coup, pour le secours de Fox, forcément, on va perdre un petit peu ses moyens, on va disperser un petit peu son matériel, on va d'un coup plus savoir monter sa pelle, sa sonde. Il faut vraiment que là, le stress étant ce qu'il est, des fois, ça nous fait gagner un petit peu d'efficacité, mais souvent, ça nous fait perdre un petit peu nos moyens. Donc là, on bascule notre cerveau en mode réflexe et si on ne s'est pas entraîné, on va perdre des minutes et des précieuses minutes. Vous imaginez, sous la neige, tout blanc, je ne peux pas bouger le petit doigt parce que je suis complètement prisonnier de cette neige. Les minutes, elles sont longues. Donc s'entraîner, il y a des parcs pour s'entraîner à utiliser son matériel. Les parcs, ils sont où ? Alors du coup, il y a 5 parcs DVA dans la vallée qui sont sur les domaines principaux, ouverts à tout le monde, gratuitement. On peut s'entraîner. Il y en a à la Flégère, autour, au Grand Montet, un petit peu partout, aux Ouches et au Brévent. Une journée où il fait pas très très beau, où la neige est pas très très bonne. Aller perdre du temps, aller jouer avec ça. Utilisez-le comme un jouet au début. C'est pas un jouet, c'est pas mais il faut rentrer dans ce côté ludique. On va se chronométrer, on va apprendre l'électronique, comprendre un petit peu les éventuels bugs de notre appareil, comparer les différents appareils. Donc ça, c'est les parcs, mais même sans parc, vous pouvez sans problème dans le jardin aller planquer un DVA et vous chronométrer. Qui a déjà joué comme ça, à utiliser son DVA parmi vous? Vous pouvez lever la main, juste pour voir. Ouais, c'est bien, quand même. Alors après, on a une question... Non, il n'a plus de questions. On a mis trop de temps à arriver vers lui. Ah si, on a une question là. C'était en parlant de tout ce matériel, c'était aussi pour savoir, parce qu'il y a des millions de touristes à Chamonix chaque an,
c'est l'accessibilité à ce genre de matériel, comme disait Colline là-bas. C'était le airbag et le DVA, la sonde, l'appel. C'est où en trouver et où, aussi pour les gens qui ont un budget très bas, et où en trouver assez facilement. Ouais, c'est une bonne question, d'autant plus qu'on avait eu mardi, quand on est passé dans la classe, une question autour du matériel de seconde main, en fait. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on doit le vérifier? Comment on le vérifie? Et puis, où trouver du matos accessible, quoi, à toutes les bourses? Bonne question, très bonne question. Vous le garderez pas, mais il coûte combien ton téléphone? Oui, effectivement, tu touches un sujet qui est assez compliqué, qui est compliqué pour tout le monde, hein, et je comprends bien que pour vous, ça soit encore plus compliqué. Tout à l'heure, on parlait des ABS et des sacs DVA. On en trouve à partir de 600 € et maintenant, les prix s'envolent jusqu'à 1 500 € pour un sac. Donc, on peut comprendre que c'est une vraie problématique. Du moment où ta démarche est de passer entre les balises pour aller sur du hors-piste de proximité, ça ira un petit peu plus loin, tu iras dans du hors-piste un petit peu plus de stations, voire dans du ski de montagne rapidement, et bien connaître ton matériel, c'est primordial. Après, un DVA, ça peut se louer. On peut acheter des DVA d'occasion du moment où ils ont été validés par le fabricant, mais moi, j'aurais tendance à mettre un petit bémol et à dire qu'il faut avoir ton propre matériel. Une pelle, une sonde, et ça c'est clairement des sujets qu'on aborde lors de nos formations, monter la pelle et la sonde et sortir son DVA le plus rapidement possible. T'imagines si tu as loué ça ou si tu as emprunté, tu connais pas ton appareil, tu sais même pas comment se monte la sonde et la pelle, donc c'est du matériel de sauvetage, tu vas sauver une vie avec ça. Donc, sauver une vie, et ben moi, juste le meilleur matériel qui existe, ça sera juste suffisant, hein. Donc, je veux ce qui se fait de mieux. Mais effectivement, ça a un coût, ça a un prix. Voilà, le ski, c'est une activité qui n'est pas donnée. Une paire de skis neuves, des chaussures de ski, encore une fois, les vêtements, tout ça, ça a un vrai coût. Je pense que dès qu'on rentre dans une démarche de sortir du domaine skiable, de sortir des pistes balisées, il faut un petit peu en passer par là. Et c'est un investissement, quelque chose que vous pouvez garder beaucoup de temps. Si vous le gardez, vous le protégez, vous ne le laissez pas dans l'eau et vous l'éteindre, vous enlevez les piles et les choses comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez garder très longtemps et tester. Et si vous le testez chaque année, ça marche. Voilà, vous pouvez avoir confiance que vous avez du bon matériel. Je vais rebondir aussi sur ce sujet. On n'a pas parlé d'un appareil pour la recherche en avalanche, enfin pour être recherché, qui va en complément des autres, c'est les pastilles Réco. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Nous, on est équipés du matin au soir avec. Les pastilles Réco, c'est un réflecteur d'ondes. Donc, simplement, ça va en complément d'un DVA. Ça ne peut pas remplacer un DVA, il faut être assez ferme là-dessus. Par contre, ça va être un autre moyen de recherche. Si jamais il y avait un souci de DVA, un souci d'interférence, un DVA, c'est électronique. Les téléphones, ils sont numériques et aujourd'hui, ça peut créer des problèmes. Mais le Réco est un plus. Ça va permettre d'être recherché. Et l'exemple en est, c'est qu'au Tour, le jeune qui s'est fait prendre dans l'avalanche opposette l'année dernière a été retrouvé au Réco et pas au DVA. Ah ouais. Ça ne remplace pas le DVA, mais ça va ensemble et surtout, c'est pas cher. Et c'est ça, en général, elles sont sur les vêtements, non? Ou comment? Ou tu peux t'acheter une ceinture? Non, tu ne peux pas t'acheter une ceinture. Ça, c'est réservé aux secouristes. Par contre, ce petit logo Réco, vous l'avez peut-être déjà vu. Ça, vous pouvez l'avoir équipé directement sur les casques, sur les tenues, non pas sur les sacs à dos. Les chaussures de ski. Sur les chaussures de ski. À l'époque, ça se collait, ça se fait plus. C'est mieux, parce qu'un Réco collé sur un ski, ça va permettre de retrouver un ski, mais pas la personne au bout. C'est pas top. Mais par contre, ça peut être un bon choix dans vos achats. Si vous voulez acheter une nouvelle tenue de ski, un casque, je pense qu'il faut être sensible à cette petite pastille. Si vous avez la possibilité de l'avoir, dans le cas d'une utilisation loisir, c'est un plus. C'est un plus. Mais je rebondis encore une fois, ça ne remplace pas un DVA. Et justement, moi j'ai une autre question pour vous. Donc vous partez en hors-piste. Il y a l'un des potes qui a plus de piles dans son DVA.
Est-ce qu'on dit c'est tant pis pour lui ou c'est vrai, faux, ça, cette affirmation-là? Si le pote, il a plus de piles, qu'est-ce que ça implique pour vous? Donc, allez-y, on va faire avec un vrai, faux ou quelqu'un me répond comme vous voulez, mais sinon, on fait déjà un vrai, faux, je voudrais voir. Si mon pote a plus de piles dans son DVA, tant pis pour lui, vrai ou faux? Voilà. Qu'est-ce que ça implique? Bah, si ton pote il a plus de piles, bah déjà lui il en risque, donc s'il se prend en avalanche, bah il y a bonne chance on le retrouve pas. Mais aussi si toi-même tu te fais prendre en avalanche, bah lui non plus il peut pas te retrouver. Exactement. Et donc c'est juste, si c'est le cas, il va falloir arrêter le ski, pas sortir et soit retrouver des piles ou un autre DVA. Ouais. Exactement, ouais, comme tu dis, ce que j'aime bien, ce que j'ai bien entendu, c'est retrouver des piles. Et donc, du coup, quand est-ce qu'on va se rendre compte que ce DVA, il n'a plus de piles? Est-ce que c'est au sommet de l'index, à côté de chez Tim, en lui disant « Tim, t'as pas 3 piles à me passer, là ?» Quand est-ce qu'on va vérifier ça? Est-ce que vous savez qu'il faut vérifier vos DVA un petit peu? En général, je sais qu'un DVA, ça se vérifie avant la sortie. On vérifie tout le matériel pour savoir s'il marche en cas où de problème. Donc exactement. Le DVA, nous on appelle ça, bon c'est un terme voilà, qu'on retrouve sur nos différents appareils. Il y a déjà l'autotest du DVA, c'est-à-dire que ce DVA, quand je l'allume, il va faire un petit check de son appareil, de cet appareil électronique, et il va me donner un pourcentage de piles. Donc déjà, juste quand je l'allume le matin, en partant de chez moi, je sais déjà si tout va bien. Et ensuite, il y a un deuxième test qu'on va s'obliger à faire systématiquement. Je pense que vous en avez peut-être déjà fait ou entendu parler ou vu sur le bord de la piste ou sur le parking en bas. C'est le check ou le double check qu'on va faire pour vérifier que nos appareils, ils émettent et ils reçoivent. Et ça, c'est pas quelque chose que je vais faire en haut de mon couloir. C'est trop tard. Donc, c'est quelque chose que je vérifie en bas, en me mettant à l'écart un petit peu en attendant la première benne. Et comme ça, s'il y en a un qui bug, s'il y en a un qui n'a pas de pile ou X raison, je peux peut-être aller vite fait acheter 2-3 piles pour pas perdre ma journée. Et comme c'était sous-entendu dans la question de Jessica, un DVA qui n'a pas de pile au sommet de la station, c'est un DVA qui va rester sur les pistes. Et moi, je dirais pas tant pis pour mon copain. Je dirais tant pis pour nous, pour notre groupe. On va rester ensemble. Et puis, on fait du très bon ski sur les pistes. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais c'est juste que notre journée hors piste, elle s'arrête là. C'est fini. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous faites prendre dans une avalanche sans DVA et sans réco, imaginons, vos chances de survie, elles vont vraiment diminuer, voire elles sont quasi inexistantes dans le sens où on va devoir vous chercher avec un chien d'avalanche. Alors c'est très très efficace, mais par contre ça prend du temps. Et surtout, sinon, si le chien n'a pas réussi, même s'ils sont plutôt bons, ça va être à la vague de sondage. Là, on parle de plusieurs heures de recherche. Donc c'est mort, quoi. En gros. Ouais, enfin, ça, pardon d'être cash, mais... Il y a des cas sur Terre qui existent où les gens ont été retrouvés vivants, mais c'est du miracle. Donc bon, mettez des piles dans votre Arva. Ok. Et puis sinon, faut checker quoi d'autre la veille du run. Si vous avez une idée de run en tête, on check quoi d'autre? Est-ce que vous avez Herman, t'as un petit micro? Si les conditions de neige sont bonnes, si le vent il a pas trop soufflé, tout ça. Juste avant d'aller dans la phase. Ok, génial. Et juste garde le micro. Tu les checkes comment ces conditions? Je mets conditions en sens très très large. Comment tu vas aller chercher cette info? Moi généralement je demande au pisteur en bas de la station et juste avant le run en haut des remontées. Alors si t'as pas trouvé le pisteur, parce que ce qu'il faut savoir c'est que nous on part ouvrir nos pistes le matin et par contre juste après l'ouverture des pistes on va organiser notre journée. C'est le moment où vous arrivez sur le domaine et souvent en fait on n'est pas là. Si vous arrivez dans la matinée, ça va aller. Par contre, entre 9 et 10, il y a peu de chances de nous voir. Et du coup, là, ça va rejoindre Sylvain, va t'interpeller, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas vu les pisteurs? Ça s'anticipe. Je sais que sur le site de Chamonix, souvent, ils donnent les conditions de neige, les risques d'avalanche, tout ça. Et sinon, avec les connaissances. Ok. Et quand tu parles, on va faire un petit focus, parce que j'ai l'impression que c'est assez ciblé avalanche aujourd'hui.
Est-ce que tu as un outil, le nom d'un outil qu'on peut aller chercher, qu'on peut tous trouver, même là dans cette salle, J'en ai parlé au début. qui peut nous aider à... Vas-y. Ouais, donc ok, avec ton téléphone, tu vas aller chercher quoi comme information? Tu peux chercher plein d'autres. Je trouve le site Chamoniard ou PGHM ou un autre site qui peut te donner des informations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a en tête le nom de ce petit document qui sort et qui va nous parler un petit peu de la nivologie? Il sort tous les jours. Tous les jours, on a cet outil à 16h qui va donner le risque du lendemain. Je pense qu'il y en a certains qui ont déjà entendu le terme. Je suis sûr que vous l'avez entendu. Et puis comme Tim, il nous en a parlé tout à l'heure. C'est 4 lettres. C'est 4 pas un mot, lettres. c'est 4 lettres. C'est 4 lettres. Allez, on va vous le dire alors. C'est le BERA. Ouais. Ah, pardon, tu l'avais. Excuse-moi, j'ai pas vu ta main. Alors, c'est quoi le BERA? Ça veut dire quoi? Par exemple, vous avez tous déjà vu le panneau. Il y a un panneau d'information en bas des pistes, non, qui nous indique le risque d'avalanche avec 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc 5, clairement, tu restes devant Netflix. Mais sinon, il y a ce panneau. Est-ce que ce panneau, vous pensez qui permet donc d'estimer la stabilité du manteau neigeux, est-ce qu'il est suffisant? On vous a déjà plus ou moins donné la réponse dans tout ce qu'on vient de dire, mais... Non, il n'est pas suffisant, mais ça peut aider. Exactement, il n'est pas suffisant. Alors, comment on le... je ne trouve pas mon mot, mais qu'est-ce qu'on lui rajoute à ce panneau d'information sur les risques d'avalanche? Donc, c'est ce BERA. Et le BERA, ça veut dire quoi? Qui c'est qui arrive à nous dire ce que ça veut dire? B-E-R-A. Alors, si on le fait à l'envers, le A, facile, c'est quoi? Ok, le R. Risque. D'accord, ça sort tous les jours. Alors le B, ça pourrait être quoi? Bulletin. Le bulletin, bravo. Il nous manque le E. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Non. Alors, on a enneigement, évaluation. On se rapproche un peu quand même. Hein. Il y a un petit indice, ce bulletin, il sort à 16h ce soir pour les conditions de demain. Donc, qu'est-ce que je fais? Vas-y. Estimation. Donc, j'estime. Donc, qu'est-ce que ça implique pour moi qui vais sortir? Eh bien, il va falloir, oui, j'ai cette information que j'ai captée, que j'ai calculée, que je suis allé chercher les informations sur une altitude, sur un versant, sur... quel est le danger qui est le plus représentatif pour la journée de demain? Mais clairement, il va falloir que j'aille vérifier, moi, sur le terrain derrière. Et ben ça, c'est vraiment des informations. Il y a plein de choses dans ce bulletin. C'est un outil indispensable. Donc, comme je ne sais plus qui le disait, donc on peut le consulter sur son téléphone, hein, puisqu'il est en accès gratuit tous les jours à 16h. Sur le site de Météo France, mais ça implique de préparer du coup sa sortie du lendemain, quoi. C'est ça. Hein. Alors tout est dans ce mot-là, on l'a répété plusieurs fois, mais en fait dans la préparation. Tu vas skier sur les pistes, grossièrement, il y a Tim qui a tout fait pour t'enlever les risques de la montagne. C'est damer, sécuriser, jalonner, baliser. Dès que tu vas sortir des pistes, et Sylvain l'a dit, c'est une démarche. Il va falloir avoir des connaissances, des moyens peut-être financiers aussi, avec le DVA, pelle, sonde, et de prendre du temps pour préparer, savoir par où tu vas passer, et notamment pour savoir à chaque fois où tu seras. Mais ça va prendre du temps, c'est sûr que c'est aller en hors-piste, c'est du travail. Exactement, et puis il va falloir aussi s'adapter aux conditions du jour J. Les conditions en hors-piste évoluent constamment, hein, vous le savez, je pense. Une pente peut être super bonne la veille et inskiable ou piégeuse le lendemain, donc le jour où vous avez décidé d'y aller, parce qu'il y a eu un gros coup de vent la nuit ou je sais pas, quelque chose qui fait que c'est devenu inskiable. Est-ce que quelqu'un a un témoignage justement sur un jour, sur un run qu'il est parti faire ou elle et qui connaissait par cœur ce jour-là et puis qui, en fait, c'était un peu piégeux, non? Vous avez des trucs à nous dire ou
Tu veux le dire? Allez. Je pensais à toi. Oui, je sais. Vers la fin de l'année, l'année dernière, j'ai allé sur leur piste. C'était leur piste de proximité à Le Tour. C'était juste à côté de la piste rouge, je ne me souviens plus du nom. Et je l'avais skié beaucoup de fois ces derniers jours. Je passe presque toujours par là parce qu'il y a de bons sauts, c'est très proche de la piste. Mais là, c'était vers la fin de l'année. J'y ai pas allé pour 1 ou 2 semaines. Et j'ai allé dessus et la neige, elle avait changé. Et je m'y attendais pas. Et j'ai fini par faire un saut et atterrir dans des cailloux et me casser le pouce qui a marqué la fin de ma saison. Et c'était juste parce que je me suis fait pas attention à la changement de neige. Donc, j'ai rien préparé et je me suis rien demandé. Donc, c'était la fin. Donc, je trouve qu'il est hyper intéressant, son témoignage. Voilà, ça s'est plus ou moins bien terminé. Il s'est juste cassé le pouce. Bon, voilà, tant pis pour la saison. Mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'il montre à quel point c'est important de s'adapter chaque jour au terrain, aux conditions, de regarder. Mais en fait, ça implique quand même une expérience et une connaissance qu'on n'acquiert pas comme ça sur un claquement de doigts, quoi. Oui, tout à fait. Là où Tim, sur la piste, il nous aurait mis un jalon jaune et noir pour alerter notre attention. Là, tu étais dans du hors-piste. Donc, du coup, ce jalon jaune et noir, excuse-moi, il n'y était pas. Donc, du coup, nous, notre rôle, dès qu'on sort un petit peu de ce domaine, c'est notre rôle de pisteur, finalement. On est notre propre pisteur. C'est à nous d'identifier les différents dangers. On n'a pas mal parlé du risque avalanche. Là, tu en sors un deuxième danger. Voilà, le danger, c'était le changement de la neige ou peu de neige à cet endroit-là, les cailloux qui ressortent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre danger? De la neige verglacée, une pente un petit peu raide. Ça peut être moi, le danger. Ça peut être mon niveau de ski, mes quarts qui sont un petit peu tout ronds. Je tiens pas ce matin, je suis mal réveillé ou je sais pas. Et donc, du coup, notre rôle, notre but et notre démarche, elle est vraiment dans je prends du temps, comme tu l'as dit Jérémy tout à l'heure, je prends du temps pour vraiment identifier ce danger. Et ensuite, quand j'ai bien identifié mon danger, ma démarche, elle va être qu'est-ce que c'est les conséquences vis-à-vis de ce danger que j'ai repéré, que j'ai identifié. Et là, les conséquences, c'était j'ai fini dans les cailloux, j'ai abîmé mes skis et je me suis cassé le pouce. Je ne sais pas si tu as abîmé les skis. Les conséquences avec l'avalanche qu'on disait, voilà, c'est grave. Et c'est forcément des conséquences qui vont être critiques. Donc la conséquence d'une avalanche, ça peut aller jusqu'à la mort. La conséquence d'une glissade dans un couloir, ça peut aller pareil jusqu'à quelque chose qui est dramatique si le couloir il est long, si le couloir il fait 20 mètres et que ça finit sur une pente douce, peut-être un peu moins. Voilà. Donc j'imagine le problème si ce danger il est bien avéré. Et ensuite, du coup, on va prendre le temps tous ensemble et vraiment ce temps partagé. L'apprentissage de la montagne, c'est un temps long. C'est pas, on vous a dit, on fait des formations sur 1 journée, 2 journées. C'est pas en 1 jour ou 2 jours qu'on va vous donner toutes les clés et nous, on les a pas ces clés-là. C'est un apprentissage. Si je sais pas bien nager, je vais pas sauter direct dans le grand bain. Ça va prendre un certain temps pour réussir à acquérir suffisamment d'expérience pour pouvoir aller en autonomie dans un domaine où il va falloir, moi, que je gère absolument tout. Et donc, après la suite, dès que j'ai estimé que ce danger, il était présent, que ses conséquences, elles étaient dangereuses, en tout cas, ça pouvait amener un problème, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Ça peut être descendre un par un, en dérapage, qu'il y en a un dans ton cas, dans ta situation, qui passe devant, qui aille voir la réception du saut. Ça peut être passer dans la pente d'à côté et puis on reviendra au run d'après pour refaire ce saut-là parce qu'il m'intéresse quand même ce truc, ce chouette saut. Et puis ça peut être, non, aujourd'hui, j'ai pas envie, je le sens pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je retourne sur la piste parce que vraiment la neige elle est pourrie. Là, je vais me faire mal, j'ai pas envie. Ou tout simplement, je le sens pas et je fais demi-tour. Et donc du coup, ça met les mesures que je peux mettre en place. Et ensuite, ce qui découle de tout ça, c'est le risque.
Là, je vous parle de 4 choses un petit peu différentes, mais c'est vraiment intéressant qu'on ait un langage commun. Et juste, je fais une toute petite parenthèse par rapport à tout à l'heure. On a parlé du BERA. Et moi, il y a un petit truc qui me dérange dans le vocabulaire, dans ce langage commun, dans le BERA. Alors, on ne va pas le changer aujourd'hui, hein, mais bulletin d'accord, estimation d'accord, c'est pour demain, donc on pense que. Par contre, le R, c'est le risque. Et en fait, dans le BERA, moi, je trouve que c'est plutôt, j'identifie un danger d'avalanche. Et le risque, c'est moi qui vais le prendre en me confrontant à ce danger. Dans la démarche, vous comprenez un petit peu la différence entre j'identifie le danger et le risque, bah, c'est moi qui le prends. Le danger d'avalanche, risque d'avalanche de 4 sur 5. Si je reste, comme disait Jessica, derrière Netflix, il n'y a pas de risque d'avalanche parce que je ne m'y suis pas confronté. Par contre, le danger, il est toujours là. Donc ça, c'est vraiment un peu le pilier de notre démarche, le pilier d'un peu de toutes nos formations. Et ça fonctionne avec tout. Ça fonctionne avec tout ce qu'on va toucher, dès qu'on sort un petit peu du domaine. Ça fonctionne vraiment. C'est sur toutes nos formations et à tout niveau de connaissance et de discipline. Donc l'apprentissage, l'expérimentation. J'ai entendu aussi dans plusieurs témoignages, j'ai souvent entendu il y a une trace, ça passe. Mais je vous ai entendu aussi le déconstruire. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des trucs à me raconter, à nous raconter autour de il y a une trace, ça passe. Moi, j'ai une anecdote à Verbier. On était avec un pote, on connaît pas du tout le domaine. Donc, on a pris un petit couloir qu'on avait vu l'entrée sur le télésiège. Et on arrive, il y avait une trace, on s'est dit, bon, bah, on va y aller, c'est sûrement un local qui connaît bien le couloir. On y va, et vers la fin, il y avait une barre entre 10 et 15 mètres qu'il fallait prendre. Et en fait, la trace, c'était une trace de speed riding, donc le gars, il était tranquille. Et nous, on a dû sauter avec mon pote. Moi, je saute, tout se passe bien, je me fais pas mal. Et mon pote, il saute, et il s'est fait entorse des clavicules à l'arrivée. Ouais, un truc comme ça. Des cervicales, je crois. Des cervicales. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est un peu le risque. Là, super exemple. Je te laisserai terminer. Super exemple. Hein. Bah oui, tu sais pas qui a devant toi. Là, speedrunning, donc il avait sa voile. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un super niveau et qui saura passer dans ce couloir. Ou alors quelqu'un qui, comme toi, connaissait pas du tout. Mais bon, lui, il s'y est aventuré. Et on n'a pas vu, mais il a fait demi-tour un peu plus loin. On ne sait pas. Hein. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, mais il y avait des traces dans le goulet où Fox descend. Donc, on a un exemple aussi. Hein. Moi, j'ai une petite anecdote aussi qui va complètement dans son sens. Ça, pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est quand même un ex-champion du monde de freeride qui a passé la nuit en haut des barres pour la sortie du Patchev. Donc le Patchev, c'était un hors-piste qui partait du sommet des Grands Montets et qui rejoint la mer de glace. Là, on est dans du ski de montagne, on n'est plus dans du hors-piste de proximité. Mais clairement, connaissant le terrain, et ben un peu tard le soir, il n'a pas trouvé la sortie. Il a passé la nuit là-haut et le PG est allé le chercher le matin. Donc, c'est pas que à votre niveau, c'est à tout niveau. Je sais où je mets les pieds. C'est en connaissance de cause, c'est en connaissance du terrain dans lequel je vais évoluer. Donc, il faut aussi un petit peu des notions de. Tim nous parlait tout à l'heure de balise. La balise, on sait qu'elle part de ce point A et qu'elle finit en bas de la station. Dans le hors-piste, il faut savoir d'où je pars et où j'arrive et par où je vais passer. Et vous êtes beaucoup plus doué que moi avec vos téléphones. C'est super facile de choper des plans des pistes, des cartos un petit peu général de la montagne. Et vous serez sans problème vous imprégner de ces itinéraires et vous imprégner de tout ça. Mais j'y vais pas par hasard. Je suis pas là par hasard. Ou aller peut-être au bureau de la Chamoniarde où il y a des topos et ils peuvent préparer aussi leur run. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Il y a les topos, il y a nos conseils, les conditions les plus récentes si on en a eu. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est des super locaux à voir en plus. Il y a aussi une magnifique maquette de la vallée de Chamonix. Ça permet de se rendre compte un peu aussi du relief qui n'est pas forcément facile. Hein, Tim l'a assez précisé. Donc, n'hésitez pas à passer la porte. Normalement, on est assez sympa. Mais oui.
Après, une fois qu'ils sont dans le run, j'ai une dernière question, puis après on écoutera les réponses quand même du PGHM aux questions que vous posiez la semaine dernière. Mais j'ai quand même une dernière question. Donc ils sont dans le run, ils sont préparés. En tout cas, ils ont des piles dans l'ARVA. Enfin, ça va quoi. Ils sont dedans. Mais à quels signes ils doivent être attentifs? Comment ils peuvent ressentir et nourrir leur instinct de savoir si c'est safe? Est-ce qu'il faut rester toujours vigilant? Je pense que ça, on l'a capté tous. Rester vigilant, rester bien là. Mais est-ce qu'il y a des petits signes sensibles qui permettent de savoir si c'est OK ou pas? Vaste sujet, parce que je dirais que même c'est encore le sujet que je me pose, la question que je me pose après 35 ans de guide, excusez-moi. Il y a des signes qu'on va faire ressortir, mais il y a certaines journées où ces signes, je ne vais pas forcément les voir, je vais passer un petit peu à côté. Comment je me porte, comment je suis, moi, dans ma journée. Effectivement, il y a des signes assez factuels, concrets, observables, que je vais pouvoir, et surtout, là, je refais un petit peu le focus sur l'avalanche. Déjà, le premier signe qui va me faire... qui va me mettre un petit peu en alerte par rapport à l'avalanche, c'est juste les avalanches elles-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres avalanches? Je suis passé éventuellement voir les pisteurs. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat au plan, au PIDAL, au déclenchement d'avalanche le matin? Est-ce que j'observe des fissures, des cassures dans le manteau neigeux? Est-ce que juste les observables, juste aiguiser votre curiosité? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce qui m'alerte un petit peu? Mais même en montant le télésiège, je suis sur le télésiège. Oui, voilà, je discute avec mon pote, mais j'ai quand même les yeux qui vont à gauche, à droite. Tiens, t'as vu là ce qui se passe là-bas? Ça, c'est intéressant. Une autre observable tout simple. Tout à l'heure, on a entendu parler de taille d'avalanche. Là, c'était pas une avalanche très, très conséquente dans la descente du Goulet à Balme, de la petite Creuse là. Mais quelque part, la neige, elle monte jusqu'où? Est-ce que c'est le sommet de mes chaussures? Est-ce que c'est au genou? Est-ce que c'est à mi-cuisse? Les conséquences ne seront pas du tout les mêmes. Donc ça, pareil, c'est des observables. Quand on commence à avoir de la neige qui arrive au-dessus des genoux, on s'éloigne un petit peu des pentes qui sont susceptibles de couler. Donc, une autre observable, dans mon itinéraire, qu'est-ce que j'ai au-dessus de la tête? Qu'est-ce qui me domine? Quelle est la raideur de ma pente? Ça, c'est des choses qu'on voit, qu'on identifie. Vous avez, je pense, déjà entendu parler. D'après vous, ça coule à combien de degrés? À partir de combien de degrés je vais me mettre un petit peu en alerte vis-à-vis de la neige qui peut couler, d'une avalanche qui peut tomber? Est-ce que vous avez un peu cette notion? L'inclinaison, L'inclinaison d'une pente? J'ai entendu dire, là, je ne sais pas qui l'a dit. Non, 30. Ouais, voilà. Alors 30, on ne va pas s'arrêter à 30 parce que finalement 30, c'est quelque chose d'assez facile à reconnaître sur le terrain. Je vais quand même être suspicieux sur des pentes, peut-être même à un peu moins de 30, mais clairement, c'est quand même quelque chose dans la préparation de mon itinéraire, dans la raideur de ma pente, qui devrait un petit peu m'alerter. Toutes ces observables-là, on ne va pas les lister parce que finalement, il y en a énormément, mais ce que j'aimerais, c'est que vous soyez curieux. C'est que vous vous posiez les questions. Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce qui peut... Parce que, voilà, vous skiez par là, vous évoluez dans le domaine, vous avez votre histoire, vous avez votre propre expérience. Votre intuition fait que vous allez être plus ou moins à l'aise vis-à-vis de ce que vous pouvez observer. Mais vous êtes comme moi, hein, donc voilà. Ouvrez les yeux, posez-vous des questions. Pour en revenir à ton sujet qui n'est pas l'avalanche, oui, en ce moment, il y a des endroits qui ont été complètement décapés par le vent et il y a beaucoup de cailloux, et d'autres endroits un peu moins. Donc, tiens, sur ce versant, c'est tout en cailloux, il y a l'herbe qui ressort, et l'autre côté, c'est tout blanc. Donc, qu'est-ce que ça peut alerter? Forcément, qu'est-ce qui s'est passé avec la neige? La neige, elle a été transportée par le vent. Donc, du coup, toutes ces informations, je les collecte, je les mets dans ma base de données, dans mon petit cerveau, et ça va m'aider à prendre la décision, et les bonnes décisions, des fois les moins pires, quand je suis en haut de ma pente. Voilà, donc observer, écouter, ressentir, interroger, évaluer, et renoncer en cas de doute, changer de plan, ou y aller si on sent que c'est bon, quoi. Il y a une petite question qu'on aime bien
sur laquelle on s'appuie un petit peu aussi, c'est est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? Voilà. J'arrive en haut de ma pente, j'ai un doute. Des fois, j'ai pas de doute. Tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu te sentais de sauter la barre de 15 mètres. Tu m'as même dit 17. Moi, si on se retrouve en haut d'une barre à 15-17 mètres, eh ben, clairement, avec moi, tu ne seras pas au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, parce qu'avec mes skis légers, mes genoux fragiles, je n'ai pas envie de sauter 15 mètres. Donc, heureusement, dans mon fond de sac, j'ai un petit bout de corde qui permettra de descendre cette barre et de reprendre en dessous. Chacun son style. Voilà. Donc, on va quitter le hors-piste de proximité pour pénétrer l'univers de la haute montagne avec le PG qui a accepté de répondre aux questions que vous avez formulées mardi matin quand on est passé vous voir. Bonjour à tous, moi c'est Étienne Roland et je commande le PGHM à Chamonix depuis cet été. Donc le PGHM, c'est le peloton de gendarmerie de haute montagne. Et en fait, ce sont des unités spécialisées de la gendarmerie qui ont la particularité de faire du secours en montagne, mais pas seulement. Hein. Ils font toutes les missions de la gendarmerie en montagne et en haute montagne, et en particulier dans les endroits les plus inaccessibles. Voilà, donc du coup, effectivement, malheureusement, on n'a pas pu être présent aujourd'hui. Hein, ça tombait mal hein, sur cette journée-là. Les questions que vous avez souhaité nous poser, elles sont sur des petits papiers là que j'ai sous les yeux. Donc je vais les tirer un par un de manière aléatoire et je vais essayer de faire la meilleure des réponses en essayant de cibler un peu ce que vous attendez. Alors... Première question, mythe ou pas mythe? Dans une avalanche, je garde mon bâton pour la direction, je fais pipi pour me situer. Alors non, le bâton pour la direction ou pipi pour me situer, le gros problème en se disant je fais pipi, c'est que en fait, ça va pas vous aider parce que en fait, vous n'allez pas pouvoir vous bouger. Déjà, si vous êtes conscient, c'est pas mal. La problématique, c'est que vous pouvez pas bouger. Et en plus de ça, si vous faites pipi, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va geler. Faut pas oublier que des fois, il y a certes l'asphyxie. Mais au-delà de l'asphyxie, il y a le risque d'hypothermie. Et ça, avoir du liquide sur soi, ben, en fait, ça refroidit, voire ça gèle. Ça peut accélérer votre hypothermie. Alors la conduite à tenir, vraiment, il faut essayer de surnager le plus possible. Il ne faut surtout pas faire la pierre. Hein. Il faut essayer de nager et de rester à la surface. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment en fait, où vous arrivez à ce que l'avalanche ralentisse, eh bien, vous essayez de créer en fait, une poche d'air devant vous, ce qui va vous permettre de rester le plus longtemps en fait, sous la neige en attendant l'arrivée des secours. Alors pour ça, ça peut être avec les mains. En fait, au moment où la neige s'arrête, on va essayer de repousser la neige un maximum pour avoir une poche d'air devant la bouche. Ça, c'est le plus important. Voilà. Après, si vous avez du matériel spécifique, ça peut être, si vous avez la chance d'avoir un sac airbag, eh ben voilà, vous pouvez le déclencher. Voilà. Ça, c'est un petit peu les réflexes à avoir. Et puis évidemment, je vous le rappelle, hein, les détecteurs victimes avalanche sont essentiels. Hein. Sans ça, aujourd'hui, les chances d'être retrouvés sont quand même assez faibles. C'est vraiment l'appareil le plus efficace qu'on a aujourd'hui. Je passe à la suite. Alors, question suivante. Les personnes qui sont secourues, plutôt débutants ou des personnes expérimentées? Il y a de tout. Pour les personnes qui sont secourues, je dirais que c'est plutôt, ça dépend de l'activité dont on parle. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Il y a un peu de tout. On fait de tout. Des personnes très expérimentées, des personnes très débutantes. C'est pas une seule population qui justifie la majorité, enfin toutes nos opérations. Plus de blessés en hiver ou en été. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le volume d'intervention qui est plus important. Déjà, il faut bien se mettre en tête qu'il y a plus de monde. Hein, déjà, dans la vallée de Chamonix, quand c'est l'été. C'est la période où la montagne est le plus accessible. Hein. Voilà, il fait bon, il fait chaud. En fait, tout le monde peut aller en montagne. Donc, chacun dans son activité, on se retrouve avec beaucoup plus de monde en montagne. Et c'est pourquoi on a plus d'activités en été qu'en hiver. Est-ce qu'on a tendance à sous-estimer les risques en été? Alors, ça dépend pour qui, mais effectivement, c'est une question qui peut se poser parce que l'hiver,
les gens se rendent bien compte du caractère un petit peu austère de la montagne. Ça en freine quand même plusieurs. Le ski, il faut savoir en faire. La neige, il faut quand même l'avoir déjà vu et l'avoir déjà un petit peu pratiqué avant pour être à l'aise. En été, tout paraît plus simple. Pour autant, on se retrouve en été avec beaucoup d'accidents, en particulier des accidents dans des activités qui peuvent paraître bénignes, comme la randonnée pédestre par exemple. Question suivante, plus personnelle. Les traumatismes au boulot, comment on les gère ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est un vrai sujet. Là-dessus, on a eu pas mal d'évolutions. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà les traumatismes physiques. Les traumatismes physiques, ça dépend de quelle est sa nature. Et ça, je veux dire, c'est assez commun un petit peu aux accidents du travail qu'on pourrait avoir. Évidemment, la personne, en fonction des séquelles physiques qu'elle a, elle a un emploi correspondant. Donc, évidemment, il y a les arrêts maladie. Après, ils peuvent être employés en sédentaire. Ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas sur le terrain, le temps de se remettre complètement. Voilà, ça, je veux dire, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est assez classique. Après, nous, on a une dimension psychologique qui est très importante. En été, on peut avoir plusieurs accidents mortels dans la journée. Et il faut, pour les secouristes, avoir un certain suivi psychologique. Donc déjà, ils ont une auto-évaluation à leur niveau. Et puis, au-delà de ça, ils ont un suivi psychologique qui leur est proposé régulièrement. Et après, effectivement, c'est une vraie question de savoir comment on peut faire pour gérer cette dimension psychologique sur le long terme, sur une carrière de secouriste qui peut faire 20-30 ans. Les secouristes sont des fois usés quand ils arrivent en fin de carrière. Et donc, il faut essayer de désamorcer ça le plus tôt possible en mettant en place plein de choses. Alors, je vous ai donné un petit peu quelques éléments, mais effectivement, on est toujours en réflexion de voir comment est-ce qu'on peut faire mieux. Alors, dernière question. Si une autre personne se blesse, quels sont les réflexes à avoir ? Donner l'alerte de façon efficace. Alors, si vous êtes témoin d'un accident, le premier réflexe à avoir, qui n'est pas forcément celui auquel on pense, c'est de regarder la zone dans laquelle on se situe et est-ce que soi-même on risque d'avoir un accident. Ça, c'est la première chose à faire. En fait, il faut faire attention de ne pas se précipiter sur la personne. D'abord, il faut regarder autour de soi. Est-ce que moi-même, je suis en sécurité ou pas ? Après, la décision que vous prenez, vous la prenez. Mais pensez à ça. Ensuite, effectivement, voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est quelqu'un qui juste s'est fait mal au genou Est-ce que c'est quelqu'un qui se relève et qui peut continuer, il n'y a pas de souci, ou alors c'est quelqu'un qui a quelque chose de très grave. Bref, allez voir la personne si c'est pas trop risqué. Donc voir la personne, lui poser des questions, lui demander comment ça se passe. Et quoi qu'il en soit, à la fin, c'est passer l'alerte tout simplement. Donc l'alerte, c'est appeler le 112. Et là, vous allez avoir un spécialiste de la prise d'alerte qui va vous poser un certain nombre de questions. Et vous, alors il y a deux possibilités. Soit la personne, elle n'est pas en état de répondre elle-même, donc vous répondez à sa place en essayant d'avoir le maximum d'informations. Soit vous lui transmettez directement le téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, en fonction des cas, en particulier si c'est un cas grave, on peut vous demander de rester sur place. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir un contact au sol qui peut nous guider quand on arrive, ou alors qu'on peut rappeler pour savoir s'il y a une évolution ou quoi. Dans l'idée, on reste toujours le plus longtemps possible à côté de la victime, le temps que les secouristes prennent la main, et une fois qu'ils sont arrivés, on va vous donner l'autorisation de partir, sauf cas particulier, on a des questions supplémentaires à vous poser. Donc, merci beaucoup en tout cas pour vos questions. C'était un plaisir d'y répondre. Moi, si j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, quelle est l'activité qui est la plus accidentogène sur laquelle on intervient le plus ?
Eh bien, contre toute attente, l'activité la plus accidentogène, c'est la randonnée pédestre. Donc, merci à Étienne Roland, commandant du PGHM de Chamonix, d'avoir répondu aux questions que vous lui avez posées. Et maintenant, on va rentrer dans une partie un petit peu plus philosophique, une partie qui va permettre de s'interroger sur le risque et moi, et comment concilier adrénaline et sécurité. Il y a une dimension un peu chimique avec l'adrénaline que ça procure et cette sensation que ça procure en nous, quoi, d'avoir la sensation et le besoin de prendre un risque. On a eu pas mal de témoignages justement sur la fierté de l'avoir fait, cette pente, ou des choses comme ça. Donc, je vais lancer des questions et puis vous répondrez un petit peu à des questions que vous posiez. Et puis vous répondrez un petit peu sur ce qui vous inspire, parce que souvent dans le groupe, on a dit tout à l'heure qu'il fallait être avec les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Donc les bonnes personnes, c'est quoi les responsabilités d'un bon leader ? C'est qui le bon leader ? Parce qu'il y a souvent quelqu'un qui prend le lead en fait dans le groupe. Et puis, il y a une autre question aussi autour du groupe, c'est que souvent, on peut s'engager à prendre des risques pour soi, pour trouver une espèce d'équilibre en soi. Mais si on y va pour être vu, pour poster sur les réseaux sociaux, c'est pas le même engagement et c'est un engagement un petit peu différent. Donc, est-ce que les réseaux sociaux modifient la pratique et la prise de risque ? Donc, est-ce que vous avez des réponses à apporter à ça ? En quelques mots, parce qu'on n'a plus longtemps. En quelques mots, c'est... compliqué. Vaste sujet. Et c'est même un peu le cœur du sujet de nos formations. Comme on vous l'a dit, l'apprentissage, il se fait sur du temps long et cette gestion et cette confrontation aux dangers et aux risques, c'est aussi de l'apprentissage. Je reviendrai juste très spécifiquement, c'est ce qui me fait un petit peu réagir par rapport au leader. Le leader, c'est pas celui qu'on suit, c'est pas dans le groupe. Le leader, c'est celui qui aura peut-être un petit peu plus d'expérience, mais c'est surtout celui qui va être finalement à l'écoute. Et à l'écoute de mon groupe, à l'écoute de celui qui a un petit peu moins d'expérience, finalement, il va m'apprendre beaucoup sur la gestion de ma sortie. Mais encore une fois, c'est un sujet assez complexe. On a tous été jeunes et on a tous voulu se confronter un petit peu à ces dangers et on a tous notre curseur du risque qu'on accepte de mettre où on veut. Moi, je vais jamais... Et dans nos formations, on ne va jamais vous dire « Non, là, tu fais n'importe quoi ». Moi, la démarche, c'est plutôt vous dire « Est-ce que tu as bien évalué les conséquences de ton acte, de ce que tu fais ?» Donc, du coup, on en revient un petit peu toujours au même. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que j'ai bien identifié les dangers, les conséquences de ça ? Et après, le risque, finalement, c'est quelque chose d'assez personnel. Eh ben, moi, dans ma bande de potes, quand on était jeunes, on faisait pas exactement les mêmes choses. On sautait pas exactement les mêmes barres. On n'allait pas skier exactement à la même vitesse. Donc, notre gestion du risque, elle était perso. Mais est-ce que j'ai bien eu tous les filtres ? Est-ce que j'ai bien eu toutes les données ? Est-ce que c'est bien en connaissance de choix ? Est-ce que je reste maître de mes choix ? Quand je saute, est-ce que j'ai bien mesuré toutes les conséquences de ce saut ? Et après, la gestion du risque, on est dans ce milieu montagne. Alors, j'ai tendance à dire, voilà, quand c'est mon fils, j'ai tendance à lui dire, tu fais n'importe quoi. Mais je pense que c'est pas une bonne façon d'aborder le sujet. C'est plutôt lui dire, est-ce que tu as bien identifié ? Est-ce que tu as bien compris l'aboutissement de ça ? Et effectivement, après, quand ça passe, c'est génial. On est content. Nous, on n'avait pas de téléphone, on likait pas, mais tu te sens reboosté. Tu te sens léger, tu te sens gonflé à bloc. Mais est-ce que c'est pas juste de la chance, une expérience positive qui va te faire peut-être aller un petit peu plus loin, prendre un petit peu d'autres risques derrière ? En tout cas, c'est un vaste sujet, comme tu le disais, notion un petit peu philosophique qui s'apprend sur le temps long et on n'est pas tous à la même enseigne vis-à-vis de ça.
Merci Sylvain pour. Je pense que ça clôture hyper bien notre émission. Le temps long, l'expérience, et puis prendre des risques qui soient mesurés, renseignés. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Je voulais juste dire, prends soin de toi, tes amis dans la montagne, en profite, c'est magnifique. Et voilà. Globule Radio 90.5 FM. Merci à tous les invités d'avoir répondu présent à l'appel de Globule Radio pour organiser cette table ronde ici au lycée Frison-Roche de Chamonix. Je vous rappelle l'adresse de la Chamoniarde, une véritable mine d'informations pour toutes vos sorties en hors-piste ou pas, en tout cas pour vous préparer, www.chamoniarde.com. Vous pouvez aussi aller les rechercher sur Instagram. Cette émission est diffusée sur le 90.5 FM, puis à disposition sur le site de Globule Radio et sur les plateformes de téléchargement de podcasts et bien sûr sur tous les supports de communication de nos invités. À bientôt et merci pour votre écoute. La base, ride safe.